vendredi pour une très belle soirée et on laisse encore un peu rentrer les personnes qui n'ont pas pu prendre place parmi nous. Et je vous présente à mes côtés Julien Bisson, le rédacteur en chef de Lire. Bonsoir à tous. Et on va avoir le plaisir tous les deux, moi je m'appelle Francis Geffard, je suis de l'équipe du festival, on va avoir tous les deux le plaisir d'ici quelques minutes de faire monter sur scène un certain nombre de personnes qui ont un lien particulier avec celui que l'on va évoquer ce soir. Jim Harrison avait une longue histoire avec la France. Dominique Bourgois qui représente une maison, les éditions Christian Bourgois, qui ont publié des Jim Harrison pendant de nombreuses années, sera là aussi pour nous raconter ce qu'a été cette aventure d'éditeurs et d'auteurs. Et on parlera aussi du dernier livre de Jim Harrison qui sort aux éditions Flammarion, Le Vieux Saltimbanque. Et on évoquera cet auteur avec quelques amis. Je te laisse les présenter, Julien. Oui, avec François Bunel, l'ancien directeur de Lire, et que vous retrouvez tous les soirs dans la grande librairie quand il n'est pas en train de réaliser des documentaires, et qui viendra nous montrer quelques images d'un film encore inédit. Vous allez voir ça, c'est quelques minutes de très belles images qui rendent hommage à Jim Harrison, deux écrivains américains qui étaient de grands amis de Jim, Dan O'Brien et Jim Fergus seront aussi avec nous pour l'évoquer. Patrice Hoffman, directeur éditorial de Flammarion, en charge du département littéraire où ont été publiés les derniers livres de Jim Harrison, dont Le Vieux Saltimbanque. Et puis Brice Mathieu-San, écrivain, traducteur de grands noms, Bukowski, John Fante et quelques autres, et surtout Jim Harrison, qui a été la voix française de Jim Harrison pendant tant d'années. Ils seront tous là sur le plateau pour évoquer sa mémoire. Voilà. Et au moment où les dernières personnes prennent place, je vous propose qu'on profite ce soir lors d'un cadeau que nous fait François Bunel. Ce sont quelques images d'un film. Il est en train, comme le disait Julien, de réaliser un documentaire sur Jim Harrison. Ce que vous allez voir n'a pas été mixé, n'a pas été étalonné. Le montage risque de changer, mais on va voir ce qui sert de bande-annonce, entre guillemets, à ce projet. Et c'est une première mondiale, si je peux dire, de retrouver comme ça Jim Harrison filmé et interviewé par François Bunel et Adrien Solan. Et voilà, et on va profiter tout de suite de ce cadeau, la place à Jim, et ensuite on parlera de lui. Merci à tous. Merci à tous.
Nobel of the woman let by fireflies, you know, so a lot of the feminists who used to try to cut my throat decided they liked me, you know, so that one was over. And I was playing with the neighbor girl, and she got angry at me out behind the hospital. She found a broken beaker and stuck it in my face. But then the sad thing is my father and sister were killed when I was 20 in an automobile accident. I had a private detective license once that I won in a poker game. And then when I was older, I painted watercolors of women's butts. You say to a woman that you know only vaguely, could I do yours? Well, yes, of course. You know, vanity. Huh, how wonderful. Anyway, but my wife and I, we had 10 very hungry years called the macaroni years because we were always just eating pasta. Whoa, shut up. Tux, no. I wrote Legends of the Fall in just 9 days, just day and night. Then it was done. I never had to change a word. I think I changed one word. Dalva. I saw her in a dream and talked to her, you know. The local Ojibwe gave me a name, an Indian name, one who goes into the dark a long ways, and we hope he can come back. That spooked me. The history of the West is the history of greed, too, you know. General Philip Sheridan said, a reservation is a worthless piece of land surrounded by scoundrels, which is us. Shortcut. Yeah, get her on your back porch. You grow up and you're suffocated by the culture. You want to return to Earth where you started, you know. That's why we call it the practice of the wild, you know. Keeps going. It's a wonderful metaphor for life because nothing in the universe goes in reverse. You can never back up, you know. You're trapped in going forward. Death. Get her on your back porch. I don't mind. It comes to everybody. I'm just more aware of it. You know, I don't mind it, you know. I was gonna put on my gravestone, he got his work done. Oh, yeah. Let's go to the cafe. And have a drink. Yeah, just a beer would do it. Maintenant, on va appeler nos invités à nous rejoindre sur scène ainsi que les interprètes. Tu veux qu'on
Mathieu Sang, Patrice Hoffman, Dominique Bourgois, Jim Fergus, François Bunel. Dan O'Brien, que je n'oubliais pas, et Dominique. Eh bien, tiens, tu peux très bien se mettre installez-vous ou à côté de là où vous voulez. Jim, would you like to sit here? Où est-ce que tu te mets? Tu te mets à côté de Dan. Jim, pas besoin. D'accord. Alors, ah ben, très bien. Eh bien, donc. Ou entre les deux, François, tu te mets tiens, au milieu. Là. C'est toute une logistique. Hein. Ça t'embête pas. So, Jim. Voilà. Et Dominique, on peut te faire une petite place entre les deux. Dan, do you mind just a little bit like this? We are going to. Thank you. Et ce monsieur que vous ne connaissez pas encore, c'est Franck Lacroix, délivreur, qui va tout à l'heure nous lire des extraits du dernier roman de Jim Harrison. Je vais demander à ce qu'on baisse un peu la lumière dans la salle, si c'est possible. Merci beaucoup. Merci à tous, on a pu tous s'installer. Et merci beaucoup à François Bunel d'avoir pu accepter de nous montrer ces premières images de ce documentaire à venir. Et c'est peut-être vers lui que je vais me tourner en premier. François, pourquoi avoir... On parlera de la vie de Jim tout au long de cette soirée, mais pourquoi avoir choisi de réaliser ce documentaire sur lui? On ne choisit pas de réaliser un documentaire sur Jim, mais c'est vrai qu'à côté de... En fait, quand je dis on ne choisit pas, c'est que c'était presque une évidence. Et depuis quelques temps, grâce à la grande librairie d'abord, et puis... grâce au fait d'avoir quitté mes fonctions au magazine Lire, que tu as brillamment repris, et je te félicite, ainsi qu'à l'Express, j'ai du temps. Et ce temps, j'ai voulu le mettre à profit pour être avec les gens que j'aime. Et parmi les gens que j'aime, il y a les écrivains. Pas beaucoup d'écrivains méritent qu'on passe 15 jours chez eux, une semaine chez eux, qu'on vienne s'installer à domicile avec des caméras et que l'on tourne en permanence sans chercher à faire de l'interview. Et avec Jim, j'avais la chance d'avoir une relation forte depuis 1999 maintenant, beaucoup moins forte que vous tous ici, parce que vous étiez ses éditeurs, ses amis américains, mais tout de même, on s'était rencontrés pour la première fois en 1999 grâce à un autre de ses amis, qui est Gérard Oberlé, que je voudrais citer ici, parce que l'amitié entre Gérard et Jim avait donné lieu à un livre que vous devez connaître, qui est un livre de correspondance, qui avait été repris, Dominique Bourgois l'avait publié, c'était les aventures d'un gourmand vagabond. Et puis, longtemps, je faisais des émissions. Et tu sais ce que c'est que de faire des émissions ou de faire des interviews. On n'a jamais le temps d'aller au fond des choses. Le documentaire, c'est quelque chose qui nous laisse plus cette possibilité, cette ampleur. Et l'été dernier, j'ai reçu un email de Jim qui me disait « Je crains de ne pas pouvoir venir en France. Est-ce que tu viendrais pas peut-être l'été prochain ?» Et j'ai tout de suite saisi la balle au bond en lui disant « D'accord, mais si je viens, je reste un peu. » Et on tourne, et je viens avec une équipe. Il fait « Ok, installe-toi. » Et donc, je lui ai soumis par mail cette idée que j'avais depuis longtemps et qu'il avait toujours balayée. On va peut-être en reparler. Jim avait un rapport à la biographie qui était un rapport farceur. D'abord, je crois qu'il le disait, il ne croyait pas à la biographie. Il l'a écrit dans ses mémoires, Off to the Side, que Brice avait traduit. Et il disait tout le temps, pour être débarrassé de cette idée de la biographie, je raconte à peu près n'importe quoi aux journalistes qui veulent à tout prix avoir une légende. J'en suis débarrassé au bout de 20 minutes et je peux aller vivre ma vie avec les amis. Donc, faire une biographie de Jim, ça n'allait pas, c'était pas possible. Et en revanche, faire un portrait subjectif de Jim chez lui, se racontant,
vivant aussi avec ses amis. Et j'ai eu la chance que Jim Fergus accepte de jouer le jeu. Voilà, je te rappelle, je t'avais envoyé un email, Jim, en me disant voilà, je monte dans le Montana. On dirait que je prends le métro. Je monte dans le Montana dans pas très longtemps, 15 jours, 3 semaines, et cet individu-là, qui est un remarquable romancier, qui nous racontera, j'espère, tout à l'heure depuis combien de temps et comment il connaît Jim Harrison, quand je lui ai dit « ce serait super si tu pouvais venir », a pris la superbe caravane Airstream que vous avez vue tout à l'heure et qui lui appartient. Il a pris Tusk, qui est le chien non pas de Jim, mais de Jim Fergus, et Harry aussi, l'autre chien. Ouais. Il a pris ses 2 chiens, sa caravane, et il a fait 3 jours de route pour venir de l'Arizona jusque dans le Montana pour nous faire la cuisine avec Peter Lewis et pour discuter avec Jim. Et ça a été un tournage absolument fabuleux parce que très rapidement, Jim Harrison a oublié les caméras. Il était d'accord, il avait envie, il était vraiment dans l'envie. Patrice nous a beaucoup aidé aussi en facilitant la date, qui n'était pas évidente à trouver. Et ça a été l'inverse d'une interview, d'une série d'interviews. On tournait tous les jours. Au total, il y a 4h30 d'archives uniquement avec Jim, dans lesquelles il raconte sa vie. Et puis, on a 2 heures ou 2h30 avec Jim Fergus, à la pêche, dans la voiture, à Emigrant Peak, c'est le grand cimetière indien qui est juste en face de chez lui. Il faut dire que chez lui, ça s'appelle Paradise Valley. Et croyez-moi, vous avez vu les images, c'est le paradis. Voilà, donc c'est pas vraiment une interview, c'est un documentaire subjectif qui sortira non pas sur France 5, non pas sur Arte, qui sont les 2 chaînes pour lesquelles on a l'habitude de travailler, mais très vraisemblablement en salle au cinéma. Et qui sera une occasion de voir Jim sur grand écran dans ses décors, dans les décors de Dalva, de Légende d'automne, de Marquette à Veracruz, etc., parce qu'on va tourner également dans le Nord Michigan et en Arizona. Voilà, j'arrête parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire plus intéressantes sur Jim Harrison qu'ils ont bien connu aussi, et mieux. Ça nous évitera de jongler avec les micros, comme il y en a quand même un petit peu plus que... Alors moi, ce que je souhaiterais maintenant demander à Brice Mathieuson, parce que pour des lecteurs français, un écrivain américain se lit en français. Et c'est vrai que je voudrais savoir d'abord, et ça c'est peut-être aussi quelque chose auquel Dominique Bourgois va pouvoir répondre, comment tu es devenu le traducteur de Jim Harrison ? C'était très simple. Je crois que c'était en 1984. J'avais déjà lu Légende d'automne avec une admiration, comme si je découvrais quelque chose dans la littérature qui n'avait pas existé avant. Et le manuscrit d'un roman de Jim Harrison est arrivé aux éditions Christian Bourgois. C'était en anglais Sundog. Alors Sundog, j'ai traduit ça par Faux Soleil parce que je me suis bien renseigné, mais en même temps, j'en suis pas très très content. Mais on n'est jamais content finalement, surtout pour les titres. C'est très compliqué cette affaire de titres. Et j'ai dit à Christian à l'époque, écoute, c'est l'auteur de Légende d'automne, il faut absolument le prendre. Et Christian Bourgois m'a dit à l'époque, mais il n'y a aucun problème, on le prend. Et donc j'ai traduit en 84 Faux Soleil. Je suis entré en correspondance, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les mails, donc le courrier allait très très lentement, et on attendait 15 jours la réponse du fin fond du Michigan. À l'époque, Jim habitait dans le Michigan. Et petit à petit, on est devenus un peu amis par courrier. Et le roman suivant de Jim est devenu Dalva. On a reçu Dalva, je ne sais pas si c'était 1 an ou 2 ans après, peut-être 2 ans après, Faux Soleil. Et on a reçu Dalva avec admiration et une chose qui semblait totalement nouvelle dans le monde des lettres américaines à l'époque. Et petit à petit, Jim est venu en France, on a appris à le connaître et Christian Bourgois est devenu son éditeur. Et on a comme ça publié
je ne sais plus combien de livres, 7 ou 8, 10, une dizaine de livres, voilà. Et je suis devenu ami avec Jim et je suis allé le voir, moi, évidemment, dans le Michigan. J'ai fait un film aussi sur lui avec Georges Luneau, que vous ne pouvez pas voir parce qu'il est mystérieusement non distribué. Il n'a jamais été distribué. Il est malgré tout passé une quinzaine de fois à la télévision dans les années 93. Sur Arte, c'est ça, il me semble. Hein. Sur Arte. Catherine Deneuve l'a déclaré le meilleur film passé à la télévision de l'année. Elle avait une passion pour Jim Harrison, Catherine Deneuve. Et j'ai remarqué au fil des ans qu'il y avait beaucoup de femmes qui lisaient Jim Harrison et beaucoup de femmes qui étaient totalement accrochées à cet écrivain. Vous avez remarqué dans le film, dans la bande-annonce de ton film, il dit qu'au début, il passait pour un machiste auprès des féministes. Et en fait, c'est quand il a écrit Dalva, à partir du moment où il a écrit Dalva, les femmes sont tombées amoureuses de lui. Ou de Dalva, mais de Jim Harrison à travers Dalva. Et même chose avec la femme aux lucioles, c'est à peu près la même aventure qui est arrivée. Donc il y a une espèce de retournement là, très étrange, d'un écrivain qui passait pour le comble du machisme à ses débuts, et qui tout d'un coup est adulé par les féministes. À juste titre, je pense. Et alors, avant de parler de la place qu'occupe à tes yeux Jim Harrison dans la littérature américaine et parmi tous les auteurs que tu as traduits, Dominique, est-ce que vous aimeriez évoquer pour nous voilà, ces souvenirs, les débuts de Jim Harrison en France, quand Christian et vous avez commencé à le publier? Moi, je crois ce qu'on peut dire, ce qui est amusant, c'est que c'était un couple improbable quand même, Jim Harrison et Christian Brangois. Parce que Christian Brangois, c'était un homme citadin qui mettait sa cravate et sa chemise pour arroser le jardin et à qui la nature ne disait rien, quoi. Et en fait, ils étaient extrêmement bien ensemble, ils parlaient pendant des heures. Christian ne parlait pas anglais, Jim ne parlait pas. Bon, mais de quoi il parlait? Il parlait de littérature, il parlait de poésie. Et je pense que dans la vie et d'un éditeur et d'un auteur, c'était un moment très important. Et c'est vrai que quand tu dis qu'on a, après Légendes d'automne, c'est parce que Christian avait republié Légendes d'automne en 10-18. Et qu'à l'époque, Jim avait un éditeur magnifique, Sam Lawrence, qui est mort il y a longtemps, mais que vous avez dû connaître, Francis. Et c'est grâce à Sam Lawrence qu'on a commencé à connaître Jim mieux. Et puis, souviens-toi, Annie Dillard et plein de gens. Et la confiance est venue. Et on était les premiers en Europe à publier Jim. Et c'est vrai que ce que vous venez de dire, Francis, que quand dans le film tout à l'heure, Jim dit de manière très émouvante, j'espère que j'ai fait le travail. Ben, quand je vois tout le monde, tous les gens qui l'ont lu, il a fait le travail. Il a donné énormément. Et on se demandait ensemble hier ou ce matin quel était notre livre préféré. Tu as raison, moi, Dalva, c'était un choc. Et ça reste. Parce qu'on ne nous avait jamais raconté cette histoire-là. C'était des personnages qu'on n'avait jamais rencontrés. C'est pour ça qu'on a tous été fascinés, qu'on a continué. Et c'est ce que tu dis très bien. La littérature américaine, elle existait avant Jim, on est d'accord. Sauf que lui, il nous racontait des histoires qu'on ne connaissait pas. Et Dalva, c'était quand même un homme d'une grande tendresse. Son numéro de macho, c'est quand même un homme qui s'est beaucoup intéressé aux femmes. C'est normal qu'elle lui rende, non ? Merci beaucoup, Dominique. Alors, si on revient, alors ce que je vous propose, que je me sens un peu mal à l'aise de me dire que je tourne le dos à une partie de la salle. Est-ce que ça vous embête, Dominique, Brice, voilà, si on se met un peu plus en ligne, comme ça, on inclut davantage de monde dans notre cercle, qui est un grand cercle, pardon, Franck. Ça, c'est harrisonien, absolument, tout à fait. Je l'ai fait à dessein. J'aimerais que l'on parle, alors je pense que François pourra peut-être aussi donner son avis sur la question et après Julien continuera cet échange, qu'il faut qu'on fasse parler tout le monde et qu'on évoque toutes les facettes de cet homme que nous avons connu, qui ne saurait se résumer à simplement quelques mots. Jim, dans la littérature américaine contemporaine, qu'est-ce que c'est pour toi qui l'a traduit pendant si longtemps? Moi, j'ai une vision complètement myope de Jim. J'ai tellement baigné dedans depuis 25 ans que j'ai le point de vue de quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un de cher. Heureusement, il reste quelques textes à traduire. Il reste sa poésie. Parce qu'il faut savoir que Jim était se considérait avant tout comme un poète. Et en France, il y a 5 livres de poésie, si je compte bien. Moi, j'en ai traduit 3. J'en ai traduit 3. Il y a Théorie et pratique des rivières, qui est un livre formidable, qui est un livre absolument formidable, parce que Jim avait un rapport aux rivières
absolument incroyable. Quand on le voit dans ton film, c'est un roc, c'est une montagne. Et cette montagne n'avait pas la capacité, évidemment, de se métamorphoser en rivière, mais avait la capacité de comprendre les rivières. Et il parle à un moment des rivières, et il dit des choses merveilleuses sur les rivières, sur la grâce, la fluidité, le rapport à la vie, le rapport à l'écriture aussi. Et c'était vraiment quelque chose qu'il pratiquait, quand il dit théorie et pratique des rivières, c'était quelque chose qu'il pratiquait. Je me souviens très bien de son chalet dans le nord du Michigan, qui était à côté d'une rivière, qui était au bord d'une rivière. Et il passait des heures à regarder la rivière, à regarder les poissons, à surveiller ce qui se passait. Et il avait une sorte de manière à la fois élégante et gracieuse, c'est difficile à imaginer, mais gracieuse, de regarder la nature. Une manière presque féminine d'être dans la nature et d'être au milieu des arbres, des animaux. Donc quelque chose de paradoxal, le comble du macho tel qu'on peut l'imaginer dans ses premiers livres, peut-être aussi dans l'air, l'attitude, l'allure qu'il aimait bien se donner, et en même temps un esprit extrêmement, qu'on pourrait parfois qualifier d'extrêmement féminin. Et je pense que ce mélange-là est le nombre d'ambivalence entre le bon luron, le gai luron, l'amateur de la vie, l'amoureux de la vie et l'homme dépressif. Entre ce goût pour la marche, ce goût pour les grands espaces pour lesquels il est célèbre, et peut-être journalistiquement un peu trop célèbre, et en même temps sa passion pour les réduits, les caves. Je me souviens des caves dans Dalva, la cave joue un rôle absolument essentiel dans Dalva. L'enfermement, le recroquevillement pour se consoler d'une blessure. Il parlait de son affaire de l'œil crevé quand il avait 7-8 ans. Il a été se consoler ensuite pendant des jours dans ce qu'il appelait les fourrés. Les fourrés. C'est même pas la nature, c'est même pas les forêts, c'est même pas la clairière. Ce sont des petits réduits naturels dans lesquels on peut se pelotonner. Et on parlait de la femme aux lucioles. La femme aux lucioles, c'est ce qu'elle fait aussi. Pour ceux qui l'ont lu, ceux qui s'en souviennent, c'est ce qu'elle fait. Elle quitte l'aire d'autoroute, elle traverse un champ, elle va au bout du champ, il y a une haie, le soir tombe, et elle s'installe contre la haie, elle se pelotonne au sol, elle regarde les lucioles, et elle sait que sa vie est en train de changer. Voilà, ce sont des choses qui resteront, je pense. Très beau. Et après, Julien. Souviens-toi, quand il était à Paris, il marchait dans le Luxembourg. Et quand il marchait très longtemps, le matin, il partait très tôt, il faisait tout le tour du Luxembourg. Il allait prendre un verre à Montparnasse et puis il revenait. Et moi, je pense que le Luxembourg, loin de tout, ça lui donnait ça aussi. Donc il avait cette capacité, où qu'il soit, de pouvoir se régénérer comme ça même. Et moi, j'adorais quand il nous racontait ses promenades du Luxembourg le matin. T'es d'accord ? Patrice Hoffman, avant de revenir sur l'homme et l'homme qu'il était, peut-être un petit mot quand même sur l'écrivain. Vous avez édité tous ces derniers romans. Quel est votre regard d'éditeur sur son œuvre et sur sa place au sein de la littérature américaine ? J'ai envie de reprendre les mots que Brice évoquait là à l'instant. Il est passé en effet d'une certaine image qu'il avait aux États-Unis, à le macho, etc., à un très très grand écrivain qui s'est imposé. Moi j'ai envie de dire, j'aime beaucoup que tu aies mentionné ce mot grâce aussi. Moi j'ai envie de dire c'était un gentleman. Alors ça me ferait peut-être qu'on me jetterait des pierres aux États-Unis en disant ça, je ne sais pas. Dans tous les sens du terme, je pense que c'est vrai. Il n'en a pas l'apparence comme ça a priori. Moi, je me rappelle très bien que c'est un des termes. Il m'a dit ça de Christian Bourgois. Il m'a dit c'était un gentleman et bon, nul ne le contestera. Et il avait en lui ces valeurs-là. J'ai même envie de dire, je pense, pour reprendre cette histoire de macho qui est devenu, je pense que c'est aussi un gentleman par rapport aux femmes, contrairement à ce qu'on peut croire si on le voit de très très loin et si on ne comprend pas. Et je pense que beaucoup de femmes peuvent en témoigner, parce que d'abord il en a fait l'éloge de plein de façons. Je pense qu'il a été aussi, Dieu sait qu'il a manifesté son obsession sexuelle de toutes les façons, par moments à la Buñuel, j'ai envie de dire, en commençant souvent ses livres par une scène comme ça. Mais en même temps, on le voit dans beaucoup de livres,
comment c'est très provocateur chez lui, parce qu'il était indigné, je crois, d'une certaine culture où le sexe apparaît comme une horreur absolue et où même, donc on sait comment les Google, Apple, etc. vont cacher les seins sur les œuvres baroques, etc. Alors que les États-Unis font peu de cas de la violence, et il a écrit beaucoup de fois, il a opposé ces choses-là, donc il y avait quelque chose de très provocateur chez lui, évidemment, et qu'on ressent dans toute son œuvre. Après, je pense donc c'était oui, on peut peut-être parler de gentleman littéraire. Alors c'est pas très courant, un gentleman grizzly, mais mais peut-être c'est une façon de parler de toute son œuvre. Et puis après, il y a son œuvre plus récente dans laquelle il a beaucoup évolué aussi. Il était en permanence. Tu es donc allé dans ce cabine où il écrivait. C'était quand même impressionnant. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'était son côté donc très américain. On l'a vu comme ça, etc. C'est quelqu'un qui avait toujours un verre de Machado dans la tête. C'est quelqu'un qui est donc écrit, et de Lorca. C'est quelqu'un qui écrivait sous les photos de Rimbaud, sous un poème d'Akhmatova qu'il connaissait, enfin, et ça venait, c'était pas le genre à citer pour faire bien, hein, c'est juste d'un seul coup dans une conversation, il y a une idée comme ça qui sortait, et puis cette liberté dans l'écriture qui est manifeste, qui est absolument formidable. Vous publiez son nouveau livre qui s'appelle Le Vieux Saltimbanque. Est-ce que c'est aussi une bonne image pour le caractériser, le vieux saltimbanque? Ah oui, je crois qu'il en parle dès la préface. Il dit qu'il a beaucoup hésité à l'appeler le vieux saltimbanque parce qu'il pensait aussi l'appeler le vieux bâtard, qui lui semble une très belle figure de l'écrivain aux États-Unis. C'est pas qui a parlé de farceur, c'est toi qui parlais de farceur. Voilà, c'est tout à fait ça, son rapport farceur à l'autobiographie, c'est le thème de ce livre, mais je crois que c'est le thème de son œuvre. Et là, il fait quelque chose d'invraisemblable, c'est-à-dire que lui qui a écrit ce chef-d'œuvre qu'on a tous lu et relu, qui est En marge, c'est d'abord très émouvant de se dire que 15 ans plus tard, il dit je vais continuer d'écrire mes mémoires, mais je vais les écrire à la troisième personne, pour ne pas céder à l'illusion de l'autobiographie. Et donc il fait cet exercice littéraire qui est incroyable, qui consiste à nous parler d'un personnage à la troisième personne, évidemment qui lui ressemble de 1000 façons. Il y a plein de scènes, que l'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, on sait que c'est lui. Et puis, quand on le lit, il laisse le lecteur décider de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. Et c'est un jeu permanent, alors qui nous touche beaucoup, nous, Français. Dans le pays de la littérature, de l'écrit de soi, d'autofiction, etc. C'est un jeu littéraire là-dessus qui est absolument drôlatique. Et encore une fois, je pense que des gens comme Jim ou toi, vous allez reconnaître ce qui est évidemment vrai, évidemment peut-être pas vrai, quoique. Après, mais peu importe, parce que les scènes sont tellement bien faites que ça nous pousse à nous interroger à chaque fois. Si dans une autobiographie, ce que l'on lit n'est pas juste une version, alors légèrement, beaucoup interprétée, ou si ce n'est pas aussi, et là il y a des scènes qui s'y prêtent, une métaphore. Avant de donner la parole à Jim et Dan, ses amis, je pense que justement il est temps d'écouter un petit peu aussi les mots de Jim Harrison. On va écouter une première lecture. Là, c'est Franck Lacroix qui va nous lire un extrait du Vieux Saltimbanque. Il y a quelques années, alors qu'après de 60 ans, je ressentais de manière poignante la menace de la mort, je me suis dit, le moment est venu d'écrire mes mémoires. Ce que j'ai fait. Mais la vie en a décidé autrement. Et plus de 15 ans après, je ne suis toujours pas mort. Une agréable surprise pour un poète qui était persuadé de mourir jeune, écroulé sur le plancher de sa maison ou près d'une des innombrables fontaines de Rome, ou encore affamé dans une chambre de bonne parisienne, perversement située au-dessus d'un bistrot, comme pour lui faire humer les odeurs délicieuses de plats qui ne pouvaient s'offrir.
Je m'étouffe avec une arête de poisson trouvée dans une poubelle, puis l'hémorragie et les violentes quintes de toux m'achèvent à l'aube et me laissent gisant dans la ruelle après une nuit glacée de pluie ininterrompue. Des frissons m'ont maintenu en vie toute la nuit. Une adorable joggeuse en short vert me découvre là et se dresse au-dessus de moi. Elle se penche à la recherche de signes de vie inexistants, hormis une paupière droite palpitante. L'œil gauche est aveugle depuis l'enfance. Levant les yeux vers son gracieux entrejambe, je me dis que je suis né et que je meurs entre les cuisses d'une femme. Ah ben, ça tombe bien, car toute ma vie, j'ai accordé beaucoup d'attention à cet endroit précis de l'anatomie féminine. On refera peut-être une petite pause lecture dans quelques minutes. La transition n'est pas facile, mais je vais la faire tout de même. Parce qu'il y a dans le monde indien, et on va parler de cette dimension de l'œuvre de Jim Harrison et de l'homme Jim Harrison. Moi, je l'ai connu sous cet angle-là. On a partagé des moments, des histoires, des affinités. Je lui ai rendu visite dans le Montana avec des gens comme Sherman Alexie ou comme Louise Erdrich. Et c'est vrai que dans la culture indienne, il y a ce personnage de la mythologie, et je pense que Jim et Dan ne me contrarieront pas, qui est à la fois le sacré et le profane. On l'appelle en anglais le trickster, ou on l'appelle chez les Sioux le heyoka, si on parle de la culture dont était originaire Dwayne dans le roman d'Alva dont on a parlé tout à l'heure. Et le heyoka, il est à la fois le clown, il est à la fois celui qui, comme Jim, aime la vie, en fait parfois des tonnes, et en même temps, il est comment dirais-je, sacré. Et je crois que dans son rapport au monde, Jim avait cette étincelle de sacré, et comme les Indiens, il était vraiment en phase avec non seulement la nature, les éléments, mais aussi avec les animaux et avec tout ce qui est vivant. Et en cela, on va commencer par vous, Jim. Est-ce que Jim Harrison, quelque part, n'aurait pas pu être un bon Indien? Est-ce qu'il n'y avait pas de l'Indien en lui, au moins spirituellement? Oui, je dirais. Moi, je veux parler de Jim comme ami, parce que c'était notre relation pendant 37 ans, en fait. Et il y avait des côtés, mais quelle tête il a là, hein? Il n'y avait jamais une personne comme Jim dans le monde, et il n'y aura jamais quelqu'un comme lui dans le futur. Il était si unique, si particulier, et il était tellement loué, Jim. Et donc, toutes ces manifestations dont on parle, oui, il était peut-être un peu d'Indien, il était un peu féminin, il était un peu macho. C'était toutes les, et comme Brice a dit, son amour pour la nature et pour les grands espaces et son sensibilité. C'est ça qui m'a beaucoup touché toutes les années de son amitié. Ses sensibilités. Il était tellement sensible, Jim. Il avait une capacité de... Oui, on a appelé ses amis le général, parce qu'il avait toujours la capacité de faire les autres faire ce qu'il voulait faire. Et c'était impossible de résister. Ce n'était pas la peine. Et il pouvait être difficile, dur, c'est sûr aussi. Mais au fond, il avait une douceur, une gentillesse, une générosité. Et c'est ça que je me souviens de plus de Jim, jusqu'à la fin de sa vie. Moi, je me sens très chanceux d'avoir passé un bon moment avec lui
la veille de sa mort. Qui était fin mars, hein, il y a moins de 6 mois. Oui, voilà, exactement. Et le 26 mars. Et on a discuté beaucoup de choses. C'était au bar, évidemment. Il était entouré par son entourage, tous les amis qui dehors sur le jardin de cette saloon à Patagonia, et où Jim peut fumer. Vous voyez qu'il a bien aimé de fumer, lui. Enfin, tout le monde est parti et moi j'ai resté parce que je ne l'ai pas vu pendant quelques semaines. J'étais occupé moi-même en train d'écrire un roman. Mais tous ses amis, il avait vraiment des problèmes, évidemment, de santé. Tous ses amis en Arizona essaient de l'aider, de faire ce qu'il pouvait faire. Et moi, moi, j'ai fait des repas pour lui, pour amener chez lui, parce qu'il était si faible, c'était difficile pour lui de rester debout au four. Donc, ce que l'on doit dire quand même, Jim, pour comprendre cela, c'est que ça faisait 6 mois que sa femme, même pas 6 mois, 4 mois que Linda était morte. Ouais. Et c'est vrai que ça a été un moment dramatique pour lui, parce que c'était un couple extrêmement lié. Ils se connaissaient depuis leur jeunesse, ils ont passé 55 ans 56 ensemble. ans, ouais. Et quand je me souviens, quand je lui ai fait un petit mot de condoléances après avoir appris la mort de Linda, il m'a écrit un petit mail très court en me disant « Je ne sais pas comment je vais pouvoir continuer ». Voilà. Exactement. Et ça, c'est donc vous avez pris soin de lui à ce moment-là? Oui, en fait, au bar, cette dernière soirée de sa vie, il m'a dit, mais tu sais, Jimmy, il m'a appelé Jimmy, ça va être, ça peut, cette solitude, je me sens sans Linda, ça peut durer longtemps. Et après, c'était impressionnant qu'il a dit ça. Il faut dire, et François, on est plusieurs à l'avoir connu, Linda était une maîtresse femme. Je crois que c'est quand même la seule personne qui était capable de le faire. Oh là là! Il ne mouftait pas. Alors, pour revenir à mon histoire d'Indien, ce qui m'intéresse de continuer, parce que vous avez écrit sur ce sujet, 1000 femmes blanches, La vengeance des mères, qui sort dans quelques jours. Moi, ce qui m'a toujours fasciné chez Jim, et ce qui a fait qu'on a été très proche sur ces sujets-là, c'est qu'il a toujours été du côté des vaincus. Il a choisi sa place dans l'histoire du côté des vaincus. Et il était animé d'une profonde nostalgie, finalement, de ce que l'Amérique avait été à un moment donné, et un profond ressentiment contre ce qu'elle était devenue maintenant. Est-ce que vous l'avez perçu, vous, ça aussi? Ah oui, c'est sûr. On a partagé une nostalgie pour ça. C'est aussi une honte pour toute l'Amérique, comment on a traité les Indiens. Mais le côté indien de Jim, il a bien écrit son personnage Brown Dog. Elle était vraiment, à mon avis, c'est un de ses meilleurs personnages dans son œuvre. Et on peut voir que ça, c'est Jim. Ça, c'est la version indienne de Jim. Et c'était complètement réel, complètement... on le croit. On le croit. Donc, oui, c'est sûr qu'il avait il était un romantique aussi, hein, évidemment, et il a toujours adoré les histoires des Indiens. On a beaucoup parlé de ça parce que, comme j'ai dit, avec mon propre œuvre, mes propres romans, je m'occupais pas mal avec ça aussi. Et donc, lui et moi, c'était quelque chose qu'on a eu en commun. Ouais. Et alors, Dan O'Brien, vous vivez, et comme Jim Fergus, vous avez aussi un grand amour du monde indien. Vous vivez dans le Dakota du Sud, donc le pays d'Alva,
pas loin de la réserve Sioux de Cheyenne River, à l'ombre de Bear Butte. Vous avez un peu aussi partagé cette affinité avec le monde indien. Vous avez même de la famille par alliance Sioux. Et d'ailleurs, Jim, parfois, moi j'ai été frappé de le voir entretenir un certain mystère quant à ses origines. Et quand je pense à Brown Dog, je ne serais pas surpris de savoir qu'il y avait un peu de sang indien dans les veines de Jim Harrison. L'histoire de la famille, un secret de famille bien caché. I think that where I live by the Pine Ridge Reservation, we call a guy like Jim a teepee creeper, and I think that was part of him. Du côté de là où je vis, à côté de la réserve de Pine Ridge, les types comme Jim, on les appelle les gens qui rampent vers les tipis. Et je crois que ça c'était un type à la Jim. And my memories and love for Jim is a lot like Jim Fergus's. I was just a kid, really, and I got a telephone call from a guy that said I had a book coming out, my second book coming out, and I got a telephone call, and this guy said, "This is Jim Harrison, and are you home?" I said, "Yeah, I'm home." And who is this, really? He had gotten a hold of a copy of my of a galleys of my book. Alors, j'étais un jeune homme, mais j'étais en train de publier mon deuxième livre, et j'étais à la maison, et un jour je reçois un coup de fil de ce type avec cette voix bougonnante qui dit oh, « c'est Jim Harrison », et je dis « est-ce que vous êtes bien » et il me dit « est-ce que vous êtes bien chez vous ?» Je dis « oui, je suis chez moi, et vous êtes qui en vrai ?» Il s'était débrouillé pour avoir des épreuves de mon livre. And he was moving from Michigan not moving, but he was just traveling from Michigan to Montana, which he did annually. And he just stopped in the little town of Rapid City, where I live close to, and he called me up. And he said, come on down to the motel, I want to talk to you. Il était donc en chemin du Michigan au Montana, voyage qu'il faisait tous les ans. Et il avait fait une pause à Rapid City, qui est la petite ville à côté de là où j'habite. Et il m'appelait en disant « Allez, viens au motel, je veux te voir ». And I knew no one in the literary world. I knew no editors, or I was really green. He didn't have to read my book, and he didn't have to call me up, but he did. And that started a relationship that was one of the kindest relations that I've ever had. J'étais un tout jeune écrivain, je connaissais rigoureusement personne dans le monde de l'édition, j'avais été à peine publié. Franchement, il n'avait aucune espèce de raison particulière de lire mon bouquin et encore moins de m'appeler. C'est une des choses les plus gentilles qui me soit jamais arrivée, et c'est sur cette base que cette relation a commencé. Jim was like an older brother to me. I always thought of him as an older brother. This was started in the late 70s. And when I needed advice about agents or foreign publishers or wives, I talked to Jim. And he was always wise and always kind, very kind. Pour moi, j'ai toujours considéré que Jim était comme un grand frère, et quand j'avais besoin de conseils sur des histoires d'agents, des histoires de maisons d'édition, des histoires d'épouses, c'est lui que j'appelais, et il me donnait des conseils, et c'était toujours des conseils d'une gentillesse confondante. And the other thing about Jim that we sometimes lose sight of, and it's been mentioned several times up here this evening already, was his genuine sense of humor. I think he'd be looking down on this gathering and be laughing right now. Et une chose dont on parle relativement peu, mais dont on a déjà parlé ce soir, c'est cet incroyable sens de l'humour de Jim. Je crois que de là-haut, s'il nous regardait, il serait en train de bien rigoler. And to lighten the mood, et donc pour être bien dans le ton, I think we should drink to Jim Harrison.
he not too long ago, and some of us were in contact with him. First, he told me that he had quit drinking, and then he ordered a bottle of wine. And I said, I thought you quit drinking. He said, I quit drinking the brown stuff. Well, I think we should drink some of the brown stuff tonight, for anyone that's interested. I'm going to have one. Quand je l'ai vu il n'y a pas très très longtemps, il m'a dit j'ai arrêté de boire et puis il a ouvert une bouteille de vin. Alors j'ai dit ah bon t'as arrêté de boire? Il dit mais j'ai arrêté de boire le truc brun, le truc marron. Donc je crois qu'on devrait boire un petit peu de ce truc marron ce soir. Je crois qu'on doit avoir des gobelets quelque part. À Jim. Cheers to Jim. À Jim. Jim Fergus, il y a une autre dimension qu'on a déjà un peu évoquée dans cette soirée, mais j'aimerais bien revenir dessus avec vous. C'est son amour des grands espaces. Jim Harrison, on le voyait dans les images de François, était un grand amoureux des grands espaces. C'est quelque chose que vous avez pu partager ensemble et qu'il a un peu fait aussi découvrir à tout un lectorat français, cette littérature. Pourquoi était-il si passionné par ces grands espaces, que ce soit des grands espaces du Montana ou de l'Arizona? Ça, je ne peux pas vraiment répondre à cette question parce que moi aussi, j'adore, et Dan aussi. On a toujours passé beaucoup de temps, nous trois, dans les grands espaces, dans les plaines, et les grandes plaines. Et je ne sais pas, c'était peut-être un sens de liberté, un sens de possibilités, ces grands, énormes paysages. Et ça, presque tout peut arriver. On sait jamais. Et de le faire en cheval ou en voiture, on a le sens de juste. Je crois que c'est ça pour Jim aussi, parce qu'il était vraiment claustrophobe. Et comme moi, je suis claustrophobe. Et il ne pouvait pas supporter d'être enfermé. Et c'est ça qui attire, ces grands espaces vraiment attirent les claustrophobes, parce que je suis allé avec une Française récemment qui n'a pas du tout connu ce paysage. Et on a monté une colline et puis on voit le grand scène. C'était incroyable. Et elle avait... C'était presque effrayant. Bon, c'était ça que Jim, je crois, a bien aimé. Et je veux juste dire une chose en plus. Ça, c'est un cadeau de Jim, le dernier cadeau. Jim n'était pas très... il n'a pas donné beaucoup de cadeaux, je dois dire. Il a reçu beaucoup de cadeaux. Mais quand François Bunel et moi étions à Montana, François a admiré... je ne sais pas si on a noté la canne dans le film. Et Jim... François a admiré la canne de Jim. Il dit, mais pas de problème, je vais te acheter un. C'est fait pas loin de ma casita en Arizona par des Indiens. En fait, Jim était romancier, il était poète et il était romantique. Ils sont faits en Hermosillo, Mexico. C'est pas si loin de sa casita. Et c'est un bois spécial qui est protégé. Et un tribu des Indiens là qui a le droit de récolter un certain nombre de arbres par an. Et il fabrique par main, évidemment, ces cannes magnifiques. Et ça, c'est pas exactement comme celle de Jim, mais c'est quand même, c'est pas mal. Et donc, Jim, il m'a demandé si je pouvais, parce qu'il savait très bien qu'en fait, c'était pas loin de ma maison où on peut acheter
ces cannes qui sont importées du Mexique. Donc, comme vous avez dit, c'est toujours un peu de vérité, même dans ces mensonges, ces petites exagérations. Il exagère un peu, mais il y a encore de vérité. Donc, je voulais juste présenter cette canne de Jim à François. Je vais avoir enfin l'air de ressembler à quelque chose. Je la mets à l'antenne. Oh, excellent. Wow, merci beaucoup. Je vais vous proposer qu'on fasse un petit tour de table rapide, peut-être pour parler des livres de Jim. Et peut-être que le plus simple, ce serait que chacun d'entre vous nous parle d'un livre. Un livre de Jim, s'il y en avait un qu'il devait garder, lequel ce serait et pourquoi? Brice Mathieu Sang, je vous propose de commencer. Alors moi, je dirais que Jim était très généreux. Avec moi. Juste avec moi, peut-être. Il m'a offert souvent des têtes de flèches. C'est pas grand-chose. Mais les arrowheads qu'il trouvait dans les champs, dans ses promenades et tout ça, il me dit, tiens, c'est pour toi. Tiens, tu donneras ça à tes amis en France, quand je suis allé le voir dans le Michigan. Et alors, aussi, à chaque naissance de mes enfants, j'en ai pas énormément, mais à chaque naissance de mes enfants, je recevais dans une lettre un billet de $100. Il me disait, il y avait un mot manuscrit de Jim, et il me disait, les $100, c'est pas pour ton enfant. C'est d'abord pour toi et ta femme. Vous achetez une bonne bouteille. Le reste, c'est pour l'enfant. Ah oui, et je ne voulais pas suggérer que Jim n'était pas généreux, parce qu'il est très, très généreux avec moi dans tous les sens. C'est juste qu'il n'a pas pensé beaucoup c'est pas quelqu'un qui va à l'épicerie peut-être pour acheter un bon rôti de porc ou quelque chose comme ça, mais c'était pas quelqu'un qui a fait beaucoup de shopping pour la famille pendant les vacances et pendant Noël. C'était pas, mais il était avec très moi généreux, aussi, très généreux. Et généreux de sa personne, tout à fait, de l'amitié et de l'aide aussi. Ouais, c'est sûr. De l'aide dans des questions qu'on lui posait, qui étaient des questions importantes pour soi, il répondait avec générosité. Toujours. I'd like to weigh in on this. Early on in my career, this is in early 80s perhaps, I had a movie deal, for a book, and I called Jim up because I didn't understand, the contract was very thick, and I read it and didn't understand it, and I called him up and I said, Jim, I think I'm getting fucked. OK. Bon, alors, dans les années 80, donc, j'ai eu un de mes livres pour lequel on a eu un contrat pour en faire un film. C'était un truc épais comme ça, je comprenais absolument rien, donc j'appelle Jim et je lui dis, Jim, je crois que je suis en train de me faire baiser. And Jim said, well, you are getting fucked. Et Jim me répond, ça c'est sûr, tu te fais baiser. But we have to figure out how you're getting fucked. Mais le truc qu'il faut qu'on trouve, c'est comment tu es en train de te faire baiser. Which, for me, at that time, was very important. It was a kind, wise thing to do. Et à cette époque de ma vie, c'était effectivement important de me dire ça. C'était une chose à la fois sage et bonne, tout simplement, de me dire à cette époque de ma vie. Oh non. Je voulais juste ajouter à ce que Dan a dit, que ce Jim, que en fait, il a fait ça pendant ma carrière aussi. Il était très sage, Jim, et il a donné de très bons conseils, et toujours à point, toujours exactement ce qu'il faut. Et on a un ami en commun, un écrivain aux États-Unis, Fred Turner, qui raconte cette histoire. Jim, il avait un ami qui avait le cancer. Il a écrit trois bios sur Hemingway. Il a appelé Jim. Il a dit, écoute, il est en train de mourir. Il veut que je finisse le dernier volume de son œuvre sur
sur Hemingway, qu'est-ce que je dois faire parce que je ne veux pas le faire. Et Jim, il a dit, alors, dis-lui que tu vas le faire, et puis ne le fais pas. Alors ça, c'est peut-être, Julien, la bonne occasion qu'on entende un deuxième extrait du Vieux Saltimbanque avant de parler de nos lectures. Je ne regrette nullement d'avoir cédé à ces illusions qui semblent faire partie intégrante de l'existence. En fait, j'ai passé un bon mois à essayer de décider si je devais intituler ce texte « Le vieux saltimbanque » ou « Le vieux bâtard ». Les deux titres conviennent, que l'on frime ou que l'on fasse son numéro de chien savant pour du fric. Les bâtards ressemblent de manière frappante aux écrivains. On perd trop souvent de vue avec le temps la question du lignage en matière artistique, ou alors on l'évoque de manière biaisée. Qui s'intéresse à tes titres de noblesse quand la seule preuve qui vaille est sur la page? Moi, j'ai étudié à fond Dostoïevski et Faulkner, mais je n'en trouve aucune trace dans mes propres livres. Pour être honnête, ce qu'en général je ne suis pas, quand je me suis mis au travail, ma famille a insisté pour être tenue à l'écart de mon projet. Ma femme, qui ne connaît que trop les facéties des écrivains, a sonné la charge. Un ami, romancier à succès, avait écrit des mémoires contenant des informations frauduleuses sur les amants parfaitement imaginaires de son épouse, qu'il inventa pour s'absoudre de ses propres frasques. Alors, j'ai bien été forcé de reconnaître que j'étais tout à fait capable du même stratagème, mais sur le mode de la plaisanterie. Mes deux filles mariées, présentes lors de ce fameux dîner, se sont écriées en chœur « Laisse-nous en dehors de ça !» Au bord des larmes, j'avais bu quelques verres, je me suis senti victime d'une injustice flagrante. « Vous n'avez donc aucune confiance en mon goût ?» leur ai-je demandé. Elles m'ont répondu d'un non sonore. J'ai décidé de poursuivre mes mémoires sous la forme d'une novella. À cette date tardive, je voulais échapper à l'illusion de réalité propre à l'autobiographie. Juste un petit commentaire, les deux filles de Jim Harrison n'ont pas vraiment échappé à ça. L'une est libraire et l'autre est écrivain. Alors on revient, le Jim lui-même disait tout à l'heure dans le documentaire que l'alcool et littérature ne faisaient pas toujours bon ménage, mais je reviens sur cette idée de votre livre préféré de Jim, Patrice Hoffman. Alors, bon, il y a tellement de livres qu'on a envie de citer, mais moi, il y en a un qui est plus important que les autres pour moi, tout simplement, c'est de Marquette à Veracruz. Sans doute le livre avec l'ouverture la plus extraordinaire sur la mort du père, et c'est un livre qui est pour moi le roman de formation, mais aux États-Unis, qui est absolument extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre total. Et en plus, c'est un livre que j'aime tellement, je crois que c'est le livre que j'ai le plus offert dans ma vie, avec, je crois, un livre de Bachelard. Et voilà, va savoir. Mais... et alors, ce qui est assez amusant, c'est que, oui, si vous ne l'avez pas lu, si vous avez le bonheur de ne pas l'avoir lu, je recommande de Marquette à Veracruz absolument. Le grand roman de formation. Et j'ai en plus une autre anecdote. Vous savez peut-être que Jim vous doit aux Français une réputation, même dans le monde, parce qu'on sait, la France a toujours été assez novatrice par rapport à ça, et le lectorat en France est très important et d'une grande qualité, et la critique littéraire, etc. Et ce n'est pas le cas partout. Et Jim n'est plus publié en Allemagne, par exemple. J'avais, lors d'une soirée à Francfort, j'ai recommandé, je parle de Jim lors d'un dîner, et un éditeur allemand que je connais bien me
me dit mais c'est qui Jim Harrison? Bon, c'est incroyable. Alors bon, qu'est-ce que je dois lire? Donne-moi un livre. Je lui dis De Marquette à Veracruz, parce que voilà. Il me rappelle un mois plus tard en me disant mais c'est un chef-d'œuvre absolu, j'achète les droits, je le publie. Et donc pour lui, il est très fier de l'avoir au catalogue, mais en Allemagne, bon voilà, ça n'a pas pris plus que ça, etc. Alors que je lui disais mais c'est le Bildungsroman par définition, sauf que c'est aux États-Unis, c'est un chef-d'œuvre absolu, voilà. Donc en France, je pense, Dominique pourrait le confirmer, c'est un des livres qui a eu le plus de succès. What is wrong with the Germans? Ce qu'on peut dire aussi, c'est que C'est quoi le problème des Allemands? Jim n'a jamais voulu aller en Allemagne, il n'a jamais voulu aller en Angleterre. Ça compte aussi, vous êtes d'accord? Il n'a jamais voulu. Quand on travaillait avec lui, on lui disait Jim, viens, on va aller en Angleterre, c'est pas loin, on va aller en Allemagne. Il voulait absolument pas. Donc ça compte aussi pour créer un lien avec le public. François, j'ai un livre préféré? Jamais de la vie. Hors de question de choisir. Non mais là, c'est non. C'est trop facile. Maintenant, je peux, parce que je suis protégé grâce au cadeau des 2 Jim. On a planqué les 950 autres, François, derrière la scène. Elles seront en vente demain. Choix, je rebois un coup. Help me. Give me another glass. Je ne sais pas choisir. C'est mon drame, je ne sais pas choisir. Un qui t'a marqué particulièrement? Quelque chose spontanément, instinctivement. Attends, je voudrais, parce que Dan nous a un petit peu libérés de la pesanteur française. Et en France, on discute, dans le Montana, on boit, et après, on discute. Ça change quand même un peu le rapport au monde. Je voudrais juste te dire une chose sur Dan O'Brien et Jim Harrison, et sur Jim et Jim Fergus. On parlait de la générosité. On la voit là. Je voudrais très brièvement raconter 2 anecdotes, une qui est personnelle et une qui leur est personnelle. La première personnelle, qui est assez drôle, c'est que j'ai rencontré Jim Harrison, je vous le disais tout à l'heure, en 1999, à Saint-Malo, chez Olivier Rollinger, 2 jours après la fin du festival Étonnant Voyageur, parce que j'étais avec Gérard Oberlé chez Rollinger, et à côté, il y avait ma petite fille, enfin ma fille, petite, qui avait 15 jours. Elle était dans un couffin chez Rollinger. C'était un mardi, donc il n'y avait absolument personne dans le restaurant. Et Jim et Linda nous ont rejoints. Et Jim est tombé amoureux de Laura et m'a dit « Ah, you know, I'll be the American Godfather. » Et je me suis dit, bon, c'est des paroles en l'air. 3 ans plus tard, Jim revient. Il était revenu déjà plusieurs fois en France pour la sortie de ses livres. Et il revient avec un gaillard qui s'appelle Peter Lewis, qui est manquant ce soir. C'est dommage, parce que c'est l'un des anges gardiens avec Jim Fergus de Jim Harrison lors de ces dernières années. Et Lewis me dit François, où est-ce que je peux trouver très vite, sans que tu sois au courant, un endroit où acheter un jouet? Je lui dis pourquoi un jouet? Pour ta fille. Ça fait 3 jours qu'il m'emmerde avec cette idée qu'il fallait trouver quelque chose qu'il a oublié d'acheter. Et Harrison envoie Peter Lewis de l'hôtel de Suède où il était à l'époque, je crois, c'était chercher un jouet. Je ne sais pas si vous imaginez trouver un jouet dans le 7e arrondissement à Paris un mercredi matin, c'est quand même pas si simple. Et Lewis lui trouve un truc et il me dit tiens, c'est pour ta fille. Je rentre chez moi, je déballe le cadeau devant ma fille qui à l'époque a donc 3 ans et c'est une mitraillette. Mais c'est quand même de la générosité, où je ne m'y trompe pas. Mais un autre exemple de générosité, qui est très important parce que c'est la générosité pour les écrivains. Et il faut dire une chose, c'est que rares sont les écrivains qui sont si généreux entre eux. On ne va pas briser des tabous, mais je ne sais pas, Brice, tu me corrigeras peut-être, et Julien aussi, ou Patrice et Dominique, les éditeurs. Les écrivains sont souvent en compétition les uns avec les autres. Il y a des écrivains qui s'aiment bien et qui sont de la même famille. Mais moi, je vous parle de la générosité pour les écrivains qui ne sont pas encore de la famille. Quand j'ai rencontré ce gaillard, il y a 10 ans pour la première fois, parce que Le Diable Vauvert publiait un de ses livres, juste avant, Harrison m'avait engueulé copieusement en me disant « Tu n'as pas lu Rite d'automne de Dan O'Brien? Ok, get out of here. » Et je me suis précipité sur Rite d'automne, qui était le livre
publié de Dan, et je crois que c'est de ce livre-là dont tu parlais, hein, quand tu évoquais, et que Jim tenait pour l'un des plus beaux livres. C'est extraordinaire, l'histoire de Rite d'automne. Et il me raconte cette histoire-là que tu as expliquée tout à l'heure. Même chose, au moment où Jim Fergus a publié 1000 femmes blanches, c'était au Cherche Midi. Je dois dire que je n'avais pas entendu parler de la sortie du livre à l'époque, je débutais à l'Express, et Harrison me dit, il y a un truc que tu dois lire. Et puis alors avec le général, il y a un truc que tu dois lire, tu as intérêt à l'avoir lu le lendemain, parce que sinon, il y a un truc que tu dois lire, Fergus, 100,000 White Women. Et c'est comme ça que j'ai découvert 1000 femmes blanches et que j'avais fait une page dans l'Express, et je m'enorgueillis d'avoir fait le premier papier sur ton livre à l'époque où il était sorti. Et c'est grâce à Jim. Oui, c'est grâce à Jim. Ouais. Mais aussi à Gérard Oberlin. Oui, et Gérard qui l'avait fait publier. Voilà. Et même chose avec Louise Erdrich. Je ne connaissais pas du tout, je m'en suis pris une, mais vous n'avez pas idée. Quand j'ai dit à Jim que j'allais partir faire un tour aux États-Unis et que je passais par le nord, le Minnesota et les réserves Ojibwe, et qui m'a demandé si je connaissais Louise Erdrich, j'ai vaguement, pressentant la tornade, dit « Oh, je vais me renseigner ». Et pour lui, Louise, depuis très longtemps, depuis les premiers livres, était, je dis ça parce que c'est Francis qui l'a publié et qui l'a fait connaître en France, mais Jim la plaçait très très haut. Et c'était ça aussi, cette capacité à aller chercher les écrivains dès leur premier livre, qui est très très rare, je trouve, dans la générosité. Voilà, comme ça, j'ai pas à répondre sur le livre que je préfère. Mais je dirais quand même que Dalva est un sommet indépassable et que Jim Harrison, on dit souvent de Jim Harrison qu'il écrit des grandes sagas, mais on oublie, et Brice l'a très bien rappelé, que c'est un poète. Et il y a un grand livre, un long livre qui est Dalva, mais pour moi Dalva c'est en 2 volumes, parce qu'il y a évidemment La route du retour, qui est pas la suite, mais qui est le pendant, et qui est extraordinaire, extraordinaire. C'est le grand roman américain, le Bildungsroman, pour moi c'est plutôt Dalva. Mais bon, voilà. Et puis il est capable de faire en 50 pages ou 40 pages l'un des recueils que je tiens pour l'un des chefs-d'œuvre du XXe siècle, vraiment, hein, un des peut-être... Dalva, ça fait partie des 10 grands livres du XXe siècle, et les Lettres à Essénine font partie des 20 grands livres du XXe siècle. Les Lettres à Essénine, c'est un poème scandé à la Walt Whitman, dans lequel il évoque plein de choses, y compris sur Kathleen. Vous savez, c'est intéressant d'aller chercher l'autobiographie en dehors des autobiographies, car il n'en parle pas dans En marge de ce qui lui est arrivé à 30 ans, c'est-à-dire cette tentation du suicide, et comment, en lisant Essénine et en allant naviguer sur les rivières, il a passé outre. Et cette Lettre à Essénine, c'est un immense livre dont on parle peu, parce que c'est de la poésie, on ne sait pas en parler en France. Mais c'est immense, c'est inouï, Lettre à Essénine. Et puis il y a aussi de Marquette à Veracruz. Et il y a la deuxième, non mais c'est vrai, attendez, il y a aussi un truc qui est dingue, on devrait les publier indépendamment. La deuxième, j'en parlais avec Dominique Bourgois tout à l'heure, Légende d'automne, vous savez, c'est 3 nouvelles. Revenge, L'homme qui abandonna son nom et Légende d'automne. Et pour moi, le sommet de la nouvelle, c'est la deuxième, L'homme qui abandonna son nom. C'est magnifique, c'est l'histoire d'un homme qui danse seul. Voilà. Jim Fergus, votre livre préféré de Jim? Je suis un peu d'accord avec François. Franchement, c'est difficile à choisir. Hein. Moi, je suis... voilà. Je reste très attaché de Légende d'automne, je dois dire, parce que c'est l'époque que j'ai rencontré Jim en 79. Dans la Floride, en fait. J'étais un prof de tennis, là. Lui, il était là pour rendre visite à un vous imaginez Jim Harrison jouant en tennis? Ah ouais. Il a joué au tennis. Oui, c'est difficile à imaginer, ça, c'est sûr. Mais et c'était juste après la sortie de Légende d'automne. Et j'ai lu cette histoire et le premier paragraphe, et je savais que j'étais dans la présence d'un maître. C'est incroyable. Et puis, ça continue. 99 pages, 90 pages peut-être. Absolument parfait. Absolument parfait. En 9 jours.
mais c'est extraordinaire. Il était un génie. Donc, je peux pas dire que ça c'est mon préféré de toutes ses œuvres parce que c'était tôt dans son carrière un peu quand même, mais c'est pour moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché dans mon propre carrière. Et ouais. Dan O'Brien, est-ce qu'il y a un livre de Jim qui vous a touché plus que les autres? Yeah, it's hard because there are so many good books. C'est difficile, il en a écrit tellement, ils sont tellement bons. But when I was working as a biologist in Salt Lake City or in that area, and I went into a bookstore because I was tired and bored, and I said, "What can you?" This was early or late 70s. J'étais biologiste et je travaillais à Salt Lake City, ou enfin dans le coin, et je m'ennuyais copieusement. Je suis donc rentrée dans une librairie et j'ai demandé. And I can't remember, but it was either Farmer or Wolf. Wolf, yeah, one of the real early ones, and a young, very earnest bookseller pushed it across the table to me and said, "Read this." Et donc je me souviens plus de quel livre c'était, mais je sais que c'était soit Wolf, Mémoire fictive, soit Farmer, c'est-à-dire Nord Michigan. Mais un jeune libraire m'a poussé de l'autre côté du comptoir le livre en disant « Lisez ça ». And I was a kid of, 26 or 30 years old or something, trying to write my first short story. And I read the books and I thought, Jesus Christ, I'm fucked. Et j'étais un jeune type de 26-30 ans, et j'essayais avec difficulté d'écrire ma première nouvelle. Et j'ai lu ce truc-là et j'ai dit, bon sang, là je suis baisé. And I knew right then that the bar had been set higher. And I'm getting emotional here. But I tried to soak those things in and tried to understand them, and I think it pushed me on to a novel. Alors là, je suis un petit peu émue de dire ça, mais bon, la barre avait été placée tellement haut. C'est ça qui m'a poussée à écrire mon premier roman. Somebody else needs to talk. Désolée, j'arrête de parler. Dominique Bourgois, et pour vous, est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué, plus particulièrement que les autres? D'abord, je voudrais dire quelque chose sur la générosité de Jim, parce qu'on pense qu'une de ses générosités, c'était sa capacité de nous écouter. Je pense qu'il nous a donné à tous du temps, et que finalement, malgré tout ce qu'on pouvait penser, voilà. Et je voudrais vous raconter une anecdote. On était dans une librairie, je ne me souviens pas si tu étais là. On était à la librairie L'Armitière à Rouen, et il y a un monsieur qui est arrivé, un homme qui est arrivé, il était très négligé, avec une barbe, ça n'avait pas l'air d'aller. Il a parlé à Jim assez longtemps, et les gens commençaient à s'énerver, et tout d'un coup, et Jim était très attentif, donc généreux. Il a regardé, il lui a dit, Did your wife just left you? Est-ce que votre femme vous a quitté? Et le monsieur a dit oui, il est reparti apaisé. Et ça, c'était la capacité formidable de Jim, voilà, il était disponible. Et tu te souviens, tu étais là? Et c'était magnifique, parce que en fait, ce monsieur qui est arrivé déglingué, il est reparti apaisé. Et ça, c'est pour moi un exemple de sa grande générosité avec nous tous. Moi, je suis désolée, mais le choc, j'avais commencé par lire Légende d'automne qu'on avait publié en poche, mais c'est d'Alva. Et La route du retour, on a tous dit la même chose, mais je crois qu'on n'avait jamais lu ça, on ne connaissait pas ces personnages, on ne connaissait pas ce vocabulaire, on ne connaissait pas ces paysages. Et moi, ça reste... Bien sûr, Marquette, bien sûr d'autres, mais quand on me demande quand les gens n'ont pas lu Jim, je dis toujours d'Alva. Ça reste, pour moi, irremplaçable. Vous êtes d'accord, Brice Mathieusan? Alors moi, c'est compliqué parce que c'est ma voix en même temps. Donc je ne peux pas dire qu'est-ce que j'aime de... C'est pas de moi, mais c'est de nous deux. Un peu.
Donc c'est des souvenirs aussi de travail sur le texte, c'est des souvenirs de traduction, c'est des souvenirs de... Ah ben ça je l'ai traduit, c'était pas à Paris, c'était pas à la maison, c'était ailleurs. Et puis ça j'ai eu beaucoup de mal, ça, parce que il y avait des problèmes, c'était compliqué, j'avais pas le matériel qu'il fallait, j'avais pas les dictionnaires. Ou alors, ça c'est passé tout seul, ça a été merveilleux. Donc c'est des expériences... c'est pas l'expérience du lecteur, enfin c'est l'expérience du lecteur du texte anglais et de celui qui va ensuite le recréer pour en faire ce que vous lisez. Voilà. J'ai de l'amitié pour Chien Brun. J'adore tous ceux que vous avez cités, évidemment, je ne peux pas les renier. Je parle comme si c'était l'auteur, mais c'est un défaut. C'est un défaut, évidemment. Mais j'ai de l'amitié pour Chien Brun. Parce que, à travers Chien Brun, je reconnais Jim, comme tu disais, Jim. Je reconnais un aspect de Jim, une facette, une partie de Jim. Chien Brun ne lit pas de la poésie, Chien Brun n'écrit rien, Chien Brun ne fait rien. Il ne pense qu'à son plaisir, il ne pense qu'à sa liberté. Il a beaucoup de mal avec sa liberté. Et je pense que la liberté, c'était un grand problème et une grande cause personnelle que défendait Jim. Être le plus libre possible et faire en sorte que les gens qu'on aime soient les plus libres aussi possible. D'où sa générosité dont on a quand même pas mal parlé. Et je retrouve ça chez Chien Brun et je suis ému par ce personnage. Et je suis d'ailleurs ravi d'en traduire incessamment sous peu, Patrice, peut-être encore une novella ou deux, je ne sais pas. Voilà. Et pour finir, Francis, l'éditeur que tu es, quel est le livre de Jim que tu aurais voulu éditer? Alors moi j'aime bien entendu Duane d'Alva, La route du retour de Marquette à Veracruz, mais j'ai une affection particulière pour Faux Soleil, qui est peut-être l'un des romans les plus sophistiqués que j'ai lus de la littérature américaine contemporaine. Je vais en parler brièvement. C'est l'histoire d'un écrivain qui peine à trouver un sujet, qui glandouille un peu, qui est un intellectuel. Et puis un beau jour, il va dans un club où son beau-père l'invite, beau-père avec lequel il a par ailleurs des relations difficiles, et il lui fait part de ses problèmes à trouver des héros, des vrais, et quelque part aussi des hommes, des vrais. Et son beau-père lui dit, mais écoute, moi je connais quelqu'un, il faut absolument que tu le rencontres. Et il va rencontrer un homme qui est très diminué physiquement, qui est un type très physique, qui a passé sa vie à travailler sur des ponts suspendus à travers le monde, notamment dans des endroits sous l'équateur, avec des tas de microbes qui l'ont beaucoup diminué. Et commence alors une relation entre ces deux hommes qui est très curieuse, où l'intellectuel va devenir fasciné par cet homme qui est une force de la nature, qui est quelqu'un à la fois d'extrêmement primaire et en même temps d'extrêmement raffiné. Et c'est pas là que se situe l'intérêt du livre. L'intérêt du livre, c'est que Jim Harrison emploie des techniques narratives qui sont absolument stupéfiantes. Il y a le récit à la troisième personne, il y a le journal, il y a la correspondance, il y a des retranscriptions, des entretiens que l'écrivain fait avec cet homme. Et on voit un livre comme ça qui a une base très large, qui arrive jusqu'au sommet de la pyramide et qui retombe telle une fontaine. Et c'est comme si on devait recommencer le roman après l'avoir à peine terminé, et on réalise que ces deux hommes sont liés bien plus que le lecteur l'imagine au début. Et pour moi, c'est l'un des exemples de construction romanesque les plus brillants, les plus bluffants que j'ai jamais rencontrés en tant que lecteur. Il nous reste juste un tout petit peu de temps, je crois, pour une dernière lecture. Absolument. On va demander à Franck de Légende d'automne de nous faire entendre la voix. Absolument. Tout à fait. Le plus grand chamboulement de son vieillage fut la disparition à 70 ans de sa sexualité. Le médecin s'autorisa une remarque déplacée. Quand il lui expliqua le problème, il se mit en colère et le médecin déclara que cela arrivait à tout le monde. Il y avait un banc devant l'hôtel de ville où les 5 mêmes croulants s'installaient tous les jours. Ce banc, on l'appelait le banc des bites mortes. Bon, il existait désormais des médicaments disponibles et une blague courait à la taverne. Si tu as une érection de plus de 3 heures, va au bowling le soir réservé aux femmes et fais leur part de ton problème. Tu auras droit à une séance de gymnastique gratuite. Malgré tout, la perspective de prendre un comprimé pour bander,
laissait un goût amer. Bon, il n'avait pu s'empêcher d'essayer une fois l'année précédente, lors de la rencontre annuelle de la Modern Language Association à Washington, ville qu'il détestait pour des raisons politiques, mais qu'il tolérait quand elle accueillait de vieux amis écrivains. Il prit pour cible une étudiante en master à qui il avait fait l'amour des années plus tôt quand elle était en 2e année. Le prix à payer était la rédaction d'une lettre de recommandation dithyrambique pour le programme d'écriture créative de Hunter College à New York. Il accepta aussitôt le marché. Elle était un peu potelée, mais avait autrefois un beau corps. Après avoir dîné et bien bu, ils rejoignirent la chambre du vieux poète au Mayflower. Elle était pressée, car elle devait voir un ancien petit ami qui lui aussi enseignait l'écriture. Malheureusement, le comprimé donna une désagréable teinte vert foncé au mur gris de sa chambre et il jouit en 1 minute. Alors il s'excusa, puis elle partit très vite retrouver son ancien copain sans avoir transpiré. À sa grande surprise, il remarqua en regardant CNN qu'il bandait toujours. De toute évidence, un effet du médicament. Il sortit dans la rue en se disant qu'il rencontrerait peut-être une professionnelle acceptable, ce qui arriva à quelques rues de la Maison-Blanche. Tous deux déambulèrent un moment en parlant musique, sujet qui lui mit la puce à l'oreille. Un ami médecin lui avait fortement déconseillé de coucher avec une prostituée qui fréquentait des musiciens, car il y avait un taux de sida très élevé chez ce genre de filles. Une fois encore, il s'excusa, lui donna $20 pour la parlotte, puis retrouva son hôtel et les 1000 profs d'anglais hébétés qui somnoleraient durant leur réunion du soir. Il pouvait dire avec précision quand le désir s'était envolé ou quand il avait remarqué sa disparition. C'était un après-midi de la fin août 2013, il faisait chaud et il occupait une table à la taverne. Il était seul, car il arrivait toujours à 4 heures, alors que ses amis, moins pressés que lui, débarquaient à 5 heures. Il y avait 2 filles au bar, dont l'une, en mini-jupe estivale, se tortillait sur son tabouret. Et c'était fascinant, ou du moins ses déhanchements l'auraient été par le passé. Il ne réagit pas. Il se pinça légèrement pour s'assurer qu'il était bien vivant. Non, le rideau était tombé. Et il se demanda s'il devait incriminer le gros rhume contracté récemment. En tout cas, il ne ressentit pas cette violente morsure de lubricité qui aurait dû l'envahir. Dans un passé guère éloigné, quelques minutes plus tôt pour être exact, il se serait rué au bar pour payer des coups à ses 2 filles, les baratiner, glisser dans la conversation « je reviens tout juste de New York où j'ai vu mon éditeur », reluquer les cuisses soyeuses de la guicheuse et imaginer le splendide pubis de cette délurée sur son oreiller pas si solitaire que ça. Et les amis de la donzelle arrivèrent bientôt et les filles s'en allèrent, mais pas sans que l'allumeuse ne lui adresse un clin d'œil. Tout ce cinéma pour son corps désormais insensible. Il ne parvint même pas à lui retourner son clin d'œil car une chape de plomb venait de tomber sur son âme. Il ressassa longtemps cette expérience insignifiante, mais qui n'avait rien d'insignifiant à ses yeux. Elle évoquait le roulement de tonnerre qui annonce le jugement dernier, parce que dès sa prime jeunesse, il avait consacré tout son temps à penser aux femmes. Un jour, en fin d'après-midi, alors que son voisin John et lui venaient de descendre, non pas 1, mais 2 bonnes bouteilles de vin, cédant à une impulsion subite, il avoua que la sexualité avait déserté sa vie. « Sic semper tyrannis !» répondit John. « J'ai oublié ce que ça veut dire. Ça veut dire que ton tyran est mort. Le sexe est le plus puissant despote qui règne sur nos vies. » Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Merci surtout à tous nos intervenants d'avoir pu
évoquer le souvenir de Jim. Merci Francis Geffard, merci Brice Mathieusan, merci Dominique Bourgois, merci Jim Fergus, Dan O'Brien, François Bunel, Patrice Hoffman. Merci Julien Bisson, merci Dominique Chevalier. Merci à Dominique Chevalier qui a assuré, qui était notre interprète ce soir. Merci à vous tous d'avoir été là. Et puis, on va vous laisser avec l'univers de Jim. Parce que c'est vrai qu'un écrivain, ça n'est pas qu'une personne, ça n'est pas qu'une écriture, c'est aussi quelqu'un qui imagine la vie, qui lui donne des visages, qui lui donne des histoires. Et avec ce très beau film, Légende d'automne, parce que Jim n'a pas eu de chance avec le cinéma. On aurait pu en parler. J'espère qu'aucun d'entre vous n'a vu Dalva avec Farah Fawcett dans le rôle principal. Mais en tous les cas, Légende d'automne, 20 ans ou un peu plus après, ça a quand même beaucoup d'allure. Alors ce soir, on salue bien Jim, là où il est, et on lui dit qu'on pense à lui et que nous tous ici, nous l'aimons très fort. Merci à vous. Merci beaucoup et santé.